Est-ce que tu peux nous parler aussi de la musique qui est très belle et très importante? Comment tu as travaillé? Comment Alors, tu... alors, alors la musique, donc c'est le compositeur Thierry Saint-Denis avait un groupe, enfin le groupe existe toujours, qui s'appelle Rise and Fall of a Decade, et ce groupe avait été produit par Louis Thévenon, qui apparaît au début dans le film et qui se fait achevé par Joe Prestia. Louis Thévenon est un des fondateurs de New Rose, donc label punk. Et avec lui, on effectuait les derniers repérages du film. Il m'avait demandé, donc il m'a demandé si j'avais pensé à la musique. Et moi, naïvement, je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais bien prendre des extraits des BO de films que je connais. Bien entendu, c'était pas possible à cause des coûts des coûts des droits et tout ça. Et donc, il m'a conseillé donc, Thierry Saint-Denis. On lui a envoyé le scénario. Je crois qu'on lui a envoyé quelques images, mais vraiment pas grand-chose. Il nous a envoyé, et je crois que 2 semaines après, il a envoyé des essais de musique, dont un ou deux étaient extrêmement enthousiasmants en fait. Et donc voilà, je me suis dit, voilà, c'est lui. Puis après, on a travaillé ensemble. Alors c'est difficile de travailler avec un compositeur, d'autant plus que lui n'avait jamais fait de musique de film. Donc pour lui, c'était un peu nouveau. Et moi, je ne possède pas les termes adéquats de musicien ou de compositeur. Alors ça fait que je lui expliquais des choses. Donc Thierry Saint ne comprenait pas. Quand je ne m'exprimais pas bien, donc on avait du mal à se comprendre. Mais mais il a été vraiment très attentif à ce que je souhaitais. Et alors après, moi aussi, j'ai fait des efforts pour bien exprimer ce que je souhaitais aussi. Et voilà, on en est venu à ça. Et c'est vrai que je lui ai fait recommencer plusieurs fois euh, quelques, quelques morceaux. Euh, Parce qu'en fait, moi, avec mon langage qui était un petit peu. Qui n'était pas extrêmement développé, ben lui, ça lui faisait faire des bêtises. Et alors après, il m'a expliqué que maintenant, que la musique de film, ça fonctionne de telle manière, et que je peux pas lui demander un petit morceau de 2 minutes, de recommencer un petit morceau de 2 minutes, il faut recommencer carrément le truc de 5 minutes. Ah bon, alors. Donc, il m'expliquait plein de choses comme ça, hein. Bon, enfin, à cause donc justement des. Alors voilà, je ne sais plus parler, c'est pas grave. Donc il m'a expliqué, enfin il m'a donné quelques tuyaux en fait, tuyaux qu'on ne vous donne pas à l'école de cinéma, donc on vous parle même pas de ça. Euh, et donc lui vraiment a travaillé vraiment d'arrache-pied, etc. Et pour arriver à ça. Ben, oui, non, mais ça c'est Mais vraiment... c'est en fait, mais c'est très difficile parce que quand tu écoutes Ennio Morricone, tu regardes, je sais pas, c'est western, tu dis voilà, c'est super bien calé, ça marche à fond et tout ça. Et je pense que ça marche à fond. C'est pas parce que simplement Léon est extrêmement bon metteur en scène. C'est aussi, je pense qu'avec Morricone, ils ont dû discuter, je sais pas, 150 heures pour arriver à l'effet voulu. Je pense qu'il y a vraiment entre les deux hommes, il y a dû avoir, ça c'est un exemple que je donne, hein, mais parmi tant d'autres. Mais je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de très fort entre les deux hommes pour arriver au résultat que nous connaissons. Je parle de ça par rapport à la musique de plus loin encore, où avec Thierry Saint-Denis, nous avons vraiment travaillé ensemble sur les images, etc. Et à un moment, je lui disais, mais non, il faut que la musique démarre 3 secondes après l'image. Enfin, j'avais des choses aussi précises à lui demander. Ne possédant pas le vocabulaire, ça n'a pas été aussi simple que ça. Et une dernière question, qui n'est pas vraiment une question, mais c'est vrai qu'il y a une idée du temps dans ton film, la temporalité, qui est assez différente de pas mal de courts-métrages où ils veulent Mhm. mettre beaucoup de choses en fait en très peu de temps. Là, on sent qu'il y a, tu t'installes dans la durée en fait, sans en relâchant la narration quand tu veux avec les évanouissements, des choses comme ça. Donc on est Mhm. dans une temporalité qui on n'a pas vraiment la notion du temps en fait.
Alors, je pense que 99,99% des spectateurs m'ont parlé de ça et ça me fait énormément plaisir. Euh, il faut savoir que au moment où donc on a mis le tournage, vraiment, il y a eu le premier tour de caméra, ou le premier tour de manivelle. euh, on a tourné à un certain rythme parce que il fallait, le cadre était, enfin du moins pour les assistants caméra, il fallait faire attention à ce qu'il n'y ait pas de flou, etc. Filmer en cinémascope est vraiment très 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 délicat. Et d'autant plus que, et, moi j'ai pas voulu bouleverser, d'une part j'ai pas voulu bouleverser ce rythme de travail. Euh, j'ai travaillé en totale liberté avec mon script, et j'ai travaillé en totale liberté avec mes comédiens, et je crois que durant le tournage, on s'est pris un peu à ce rythme qui n'était pas du tout lent parce que on travaillait vraiment, on travaillait vraiment d'arrache-pied, mais effectivement, le travail en cinémascope demande vraiment beaucoup une démarche extrêmement minutieuse. Et je crois que nous, on ne s'est pas dit, voilà, il faut tourner 150 plans par jour. On a vraiment tourné à notre rythme. Ensuite, c'est vrai que l'histoire, euh, moi j'avais vraiment j'ai respecté autant que faire se peut ou se pouvait mon storyboard. Et le storyboard est vraiment, on va dire, à 60% ce qui était. Enfin, le film est à 60% ce qui était le storyboard. Et donc, moi, je voulais vraiment des plans précis, etc. Au montage, évidemment, quand au montage ça n'allait pas, on laissait un plan dans sa continuité. Il nous est arrivé plusieurs fois de laisser un plan dans sa continuité. Il y a ce long plan ce long plan séquence qui est donc un zoom arrière. On voit en très gros plan la cascade et puis ensuite on voit les deux personnages qui discutent. Ça c'est des choses auxquelles vraiment je tenais. En fait, je me fichais complètement de la durée. S'il avait fallu 5 minutes pour faire ce plan, enfin, si le plan avait duré 5 minutes, montre en main, on l'aurait laissé au montage. Et en plus, au montage, on ne s'est pas du tout posé la question de durée. On ne s'est pas dit on va raccourcir, on va faire du cut, etc. On a simplement retiré des morceaux de dialogue qui, qui ne correspondaient plus à l'état du film. C'est-à-dire que au tout départ, Joe, il fait deux, trois petites remarques à Selma, un petit peu qui ont quelques connotations un peu sexuelles. Ça, on les a retirées, mais enfin, c'est très très léger. Ça, on a retiré tout ça pour que le personnage de Joe Prestia reste dans sa logique de bandit en fuite, etc., qu'il n'a pas le temps de s'attarder à dire des bêtises, etc. Mais en même temps, avec la monteuse, on ne s'est pas du tout préoccupé ou du rythme ou de la durée. On a monté comme, comme les plans s'enchaînaient bien, on a monté comme ça. Et c'est vrai qu'au tournage, par contre, ce qui est le petit pincement au cœur que j'ai, c'est qu'au départ, quand Joe achève son compagnon, il doit avoir beaucoup plus de séquences où il marchait seul en fait. Là, nous n'en avons utilisé que 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait tourné toute une demi-journée où Joe marche seul, etc. C'était des plans qui étaient tournés à l'épaule et qui ne pouvaient pas s'incorporer dans le montage qu'on avait fait. Tout le film étant tourné avec une caméra sur pied. Au départ, effectivement, le périple de Joe était beaucoup plus long. Là, donc, il se réduit et la temporalité, je pense que le script était peut-être aussi comme ça. Mais en aucun cas, c'est vrai qu'on a cherché à accélérer les choses ou même à les ralentir. Ben, merci beaucoup. Voilà.